Pour des raisons qui me semblent un peu obscures et que les marchands d'art vous expliqueront de toute façon mieux que moi, l'illustration est encore aujourd'hui considérée comme un art mineur, une sorte de parent pauvre de la peinture. Ainsi, l'œuvre peinte de Gustave Doré est-elle sous-estimée du fait de sa colossale production d'illustrateurs, pourtant de tout premier plan. C'est idiot, car s'il est évident qu'un bon illustrateur ne fait pas forcément un bon peintre, et vice-versa, Doré est un artiste génial dont les illustrations et les peintures ne peuvent être dissociées, même s'il exposa ces dernières au salon, sans succès. Il est important de préciser que ces peintures révèlent des préoccupations sociales qu'on ne retrouve pas tout à fait dans ces illustrations, ceci expliquant peut-être cela. Comme nombre de génies, mais il y a heureusement des exceptions, Gustave Doré fut d'une précocité exceptionnelle, réalisant une première adaptation de la Divine Comédie de Dante à l'âge sidérant de 9 ans. Et il n'en avait pas 15 qu'il publiait sa version des Travaux d'Hercule, influencé par le Suisse Rodolphe Töpfler qui venait de disparaître. Doré avait fait la rencontre de Charles Philippon, fondateur des éditions Aubert et directeur du Charivari et de la caricature, qui fit signer aux parents du jeune homme un contrat de 3 ans, lui assurant l'exclusivité de son travail. Ces illustrations de Rabelais rendirent Gustave Doré célèbre, ainsi que sa fécondité proprement ahurissante, avec 600 à 700 gravures annuelles. Les éditeurs se bousculèrent alors au portillon, les contes drôlatiques de Balzac, Don Quichotte de Cervantes ou encore les fables de La Fontaine, qui tous connurent un succès retentissant. Ces tableaux, par contre, furent des échecs en France, mais ils se vendirent à prix d'or en Angleterre, où Gustave Doré s'était provisoirement installé. Reçu par la reine Victoria, il fut submergé de commandes anglaises. Il faut dire que Doré avait ceci de particulier, que où qu'il aille, il saisissait l'âme du lieu mieux que bien des artistes locaux. Ses vues des Highlands, en particulier, témoignent de son romantisme passionné et l'on peut comprendre que les amateurs aient fait fête à ces grands lacs nimbés de lumière, des eaux desquels on s'attend à voir surgir la Dame de Chalotte des légendes arthuriennes. Auparavant, en compagnie de Théophile Gautier, il avait fait un premier séjour dans les Pyrénées en ramenant quantité de vues spectaculaires. Ainsi, cette aquarelle du cirque de Gavarnie est-elle un sommet du genre, rendant justice aux mots de Victor Hugo. C'est une montagne et une muraille tout à la fois, c'est l'édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes, c'est le Colosseum de la nature. Passant en Espagne avec l'intention plus ou moins avouée de constituer une bibliothèque mondiale illustrée, il en ramena nombre de croquis où l'on devine le choc ressenti. Régulièrement, Gustave Doré avait montré son intérêt pour la Bible, où son génie du fantastique et du grandiose s'exprimait pleinement, comme on peut le vérifier avec cette étude frémissante. Il semble qu'à la fin de sa vie, d'une série de crises cardiaques consécutives à la mort de sa mère, son humour féroce et cruel ait fait de la place à un certain goût pour le sacré. Difficile de ne pas en être touché, même pour un mécréant. Gustave Doré vibrait manifestement d'un désir fou de s'élever, de monter vers des sommets tant physiques que spirituels, et rien ne me séduit autant chez lui que ces images de montagne, qu'il soit en train de les escalader ou de les regarder de loin, comme de ce mur païen du mont Saint-Odile qui domine la plaine d'Alsace et dont il réussit à faire une créature fantastico-romantique, malgré sa faible altitude. Chaque été depuis des années, je monte dans les Pyrénées, un décor qui est en quelque sorte le chaînon manquant entre l'Espagne et les Highlands, et je ne manque jamais d'y penser à Gustave Doré.